Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique et de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Un axe fort de leur développement. Je vous propose tout de suite le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Benoît Alain, qui est directeur performance et innovation de Isoscale Non-Profit, agence de communication et de data marketing, qui lève pour ses clients du monde associatif plus de 60 millions d'euros de dons chaque année. Notre débat, il portera sur le tourisme en montagne. Comment concilier impératifs économiques et écologiques? Est-ce que c'est encore possible? Réponse tout à l'heure. Et puis, dans Smart Ideas, vous découvrirez Picture. Picture, c'est une marque de vêtements de surf et de ski. On reste à la montagne. Une marque qui s'est créée autour d'une démarche éco-responsable, éthique et durable. Philanthropie, tourisme, mode. 3 thèmes, 30 minutes pour les décortiquer. C'est tout de suite, c'est Smart Impact. Avec nous en visioconférence, le nouveau directeur performance et innovation d'Isoscale Non-Profit, Benoît Alain. Bonjour, bienvenue. Vous venez d'arriver d'ailleurs chez Isoscale en provenance des Restos du Cœur. Pourquoi vous avez fait ce choix? Et puis peut-être, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette branche Isoscale Non-Profit? Bonjour, enchanté, merci pour l'invitation. Effectivement, le changement est assez récent pour moi. J'ai un parcours de ces 10 dernières années où j'étais côté association dans des fonctions de fundraising. Alors le fundraising, c'est pas très connu du grand public, mais l'idée c'est de mobiliser la générosité au service des missions sociales des associations, donc vraiment trouver des moyens de financer l'intérêt général des associations. Et après un parcours de 8 ans au Resto du Cœur, j'ai trouvé très intéressant de passer du côté du conseil pour permettre d'apporter mon expertise à plus d'associations dans leur capacité à mobiliser la générosité et trouver plus de donateurs pour financer leur mission. Alors Isoscale, c'est une agence de communication et de data marketing qui est une filiale du groupe La Poste. Isoscale Non-Profit, c'est quoi exactement? Alors ça, c'est le département non-profit, c'est l'activité vraiment qui est dédiée aux organisations à mission non lucrative, d'où le nom non-profit, pour leur permettre d'équilibrer ce qui fait la force de la création, de l'imaginaire, avec l'aspect plus porté par le marketing et les data, pour vraiment être au service de l'efficacité et de la précision, en s'appuyant là-dessus sur un peu l'histoire et la connaissance que peut avoir un groupe comme celui de La Poste, qui connecte plutôt bien et qui a un très bon niveau de confiance vis-à-vis des 67 millions de Français. C'est vrai qu'il y a un rapport, un lien particulier entre les Français et La Poste. Est-ce que ça vous donne une responsabilité supplémentaire ou particulière, ce lien? Complètement. C'est vrai que le fundraising, déjà en tant que tel, est une mission qui porte la responsabilité, qui engage les marques, parce que les associations, les organisations à but non lucratif sont aussi des marques, mais qui doivent faire du marketing et communiquer de façon forcément responsable, parce que ce que j'aime à dire, c'est que la seule chose qu'elles ont à vendre, c'est leur confiance dans l'argent qu'elles peuvent utiliser, qui vient de la générosité du plus grand nombre des donateurs et aussi des entreprises. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de marché ou de secteur, mais la philanthropie, ça représente 7 milliards 500 millions de dons en France en 2020, source France Générosité. Pardon d'être un peu trivial, mais c'est un gros gâteau et est-ce que c'est un secteur concurrentiel? Alors, oui et non. Alors c'est un gros gâteau, oui. Donc forcément, il est concurrentiel. Toutefois, on a vu notamment en 2020 que ce gâteau pouvait grossir et c'est tout l'intérêt de travailler ensemble. On est dans un secteur où les acteurs, les associations sont à la fois concurrentes mais partagent beaucoup, échangent beaucoup entre elles pour partager les bons principes et faire en sorte que le gâteau soit le plus gros possible. Et ce gâteau, il a augmenté de presque 14% l'an dernier. Les Français se sont montrés particulièrement généreux dans une période marquée par la crise sanitaire et ses conséquences sociales. Et les associations ont su mobiliser une générosité très 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 forte. Donc voilà, même si c'est concurrentiel, le gâteau peut encore grossir. Il faut trouver des moyens justement
par la performance, par l'innovation, de s'adresser au plus grand nombre. Il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui en France qui ne sont pas donateurs. Le donateur du futur sera sans doute plus jeune, plus digital. Il faudra communiquer avec lui sur des nouveaux supports, via des nouveaux codes. Donc voilà, le gâteau peut grossir encore. Mais alors justement, c'est quoi l'innovation? Vous êtes directeur de la performance et de l'innovation. Ça passe par quoi? Alors ça passe, pour Isoscale, c'est déjà de s'appuyer sur quelque chose d'assez unique. C'est un centre de recherche de connaissance des publics qui est interne, qui permet vraiment d'essayer de façon prospective d'anticiper sur les comportements futurs et les tendances. Donc ça, c'est vrai pour le secteur marchand, mais aussi pour les spécificités du secteur non-profit, pour voir comment les réseaux sociaux, notamment, comment des secteurs comme qui peuvent sembler loin de la générosité de la philanthropie au départ, comme le gaming par exemple, peuvent constituer des leviers pour mobiliser des ressources, des événements. Alors, événements ont été assez perturbés en 2020, mais il y a des événements digitaux, des événements hybrides qui peuvent aussi constituer des instants de mobilisation de la générosité. Des nouvelles formes de dons comme le micro-don qui n'est pas forcément très connu, où on a même des formes de dons gratuits, où là des internautes par exemple visionnent des publicités et le reversement de l'annonceur est converti sous forme de dons. Donc voilà, il y a plein de modèles nouveaux à explorer, mais pour être prêt dans 3 ou 5 ans, il faut déjà se poser les questions et être assez curieux dès maintenant. Et quel rôle joue la data dans cette prospection ou cette prévision du futur de la philanthropie? Alors la data, c'est vraiment le nerf de la guerre, pour le coup, là, si on parle de concurrence pour les associations, parce que c'est vraiment la connaissance de leur public actuel et futur, de leurs audiences, de leurs ambassadeurs, voilà, les gens qui les soutiennent de près ou de loin, qui va permettre d'être beaucoup plus précis, de développer un marketing peut-être plus responsable que ce qui a pu être fait il y a encore quelques années ou il y a plus longtemps, peut-être une dizaine d'années, où on avait voilà, peut-être une façon de mobiliser la générosité qui était assez indifférenciée. Là, l'idée vraiment, c'est de s'appuyer sur la connaissance des publics pour être le plus précis possible, arriver tout au long de la relation qu'une association va avoir avec ses soutiens, à pousser le bon message au bon moment de façon tout à fait respectueuse des attentes des donateurs. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que chez Isoscale finalement il y a cette expertise data et puis il y a aussi cette connaissance presque sociologique on va dire des clients et notamment des donateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que vous voyez par exemple les critères du don évoluer depuis quelques années? Alors les critères du don évoluent de façon assez différenciée justement selon les types de publics. Et c'est là que l'analyse de la data devient essentielle. C'est vrai que les comportements notamment des donateurs plus jeunes, des donateurs qui sont devenus des nouveaux donateurs en 2020, ont des attentes qui sont très différentes de celles qu'avaient leurs aînés, des gens qui sont plutôt aujourd'hui retraités, qui constituent le socle traditionnel des donateurs en France. Et on voit qu'aussi bien en termes de comportement de don que de causes et de critères de choix des causes, les choses évoluent. Voilà, par exemple, les moins de 25 ans vont être beaucoup plus sensibles aux causes environnementales, aux causes liées au développement durable, à la protection de la nature, ce qui est peut-être un peu moins le cas de leurs aînés. Et les critères de choix de soutien d'une association vont être aussi un petit peu différents. Ils vont peut-être rechercher un peu plus d'impact direct, là où leurs aînés, je recherchais plus un intérêt global pour une cause, pour une mission assez générale et faisaient une confiance assez plus large à l'association qu'ils soutenaient. Mais alors justement, ce mot de confiance, il est important. Est-ce que le critère de la transparence ou de la traçabilité du don, de l'utilisation de l'argent, moi j'ai le sentiment que ça a toujours été quand même un critère important, mais est-ce qu'il l'est de plus en plus ? Ah oui, il l'est, et puis la technique, enfin, les moyens d'accès à l'information de la part des publics et des donateurs sont maintenant vraiment raccourcis. Hein. Les comptes sont forcément très audités, très contrôlés par la Cour des comptes, par les commissariats de commissaires aux comptes, par les organismes externes de contrôle, et ça c'est tout à fait normal, et toutes les associations remplissent ces obligations de
parfaite bonne volonté parce que c'est vraiment indispensable pour l'ensemble du secteur. Mais l'accès à ces informations est devenu aussi beaucoup plus simple pour beaucoup. Et c'est vrai que les donateurs sont aussi des consommateurs qui ont pris des habitudes de comparaison, de faire leur marché comme ils le font pour leurs achats je ne sais pas, de billets de voyage pour leurs vacances, pour leurs loisirs, ou des achats de biens et de services. Et de la même façon, quand ils vont soutenir une association, ils vont essayer d'en savoir un petit peu plus, de creuser l'état des comptes, l'état des missions sociales, quel est le pourcentage, par exemple, des frais généraux, des frais de collecte qui sont constitués dans le budget. Donc c'est essentiel, oui. Oui, c'est ce qu'on peut appeler l'efficacité du don. C'est l'efficacité, tout à fait, parce que c'est cette confiance qui permet de financer les missions sociales et que à un moment donné, il faut chercher à faire en sorte que quand on reçoit 100 € pour une association, le maximum de cette somme aille vraiment sur le terrain. Alors on ne peut pas non plus faire croire aux donateurs que 100% des dons doivent aller sur le terrain, parce que pour opérer, les associations ont besoin d'équipes professionnelles, ont besoin de locaux, ont besoin de faire un petit peu de recherche, ont besoin d'envoyer des messages, d'avoir des sites internet qui soient sécurisés aussi bien que ceux du secteur marchand. Donc tout ça c'est des coûts qu'il faut quand même intégrer et sécuriser. Mais une fois qu'on a mis ce curseur au bon niveau, l'essentiel doit vraiment quand même aller sur le terrain pour financer l'intérêt général. Merci beaucoup, merci Benoît, Alain, et bon vent dans votre nouveau job donc chez Isoscale Non-Profit. On passe à notre débat sur la montagne. La montagne, ça nous gagne. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Comment réinventer le tourisme en montagne? Comment concilier impératifs économiques et écologiques? C'est le thème de notre débat tout de suite avec Alix Gauthier, qui est directrice d'opération chez Explora Project, qui est avec nous au téléphone, et Romain Fontaine, le co-président de l'association Mountain Riders, avec nous en visioconférence. Romain Fontaine, peut-être en quelques mots, vous allez pouvoir l'un et l'autre présenter vos organisations. Mountain Riders, c'est quoi? Vous œuvrez pour une montagne zéro déchet, c'est ça? On œuvre notamment pour une montagne zéro déchet, mais aussi beaucoup pour la sensibilisation à la fois des personnes, des usagers de la montagne, mais aussi des territoires, des stations de ski, des collectivités territoriales qui en fait organisent sur le territoire également tout le respect de l'environnement, sont en mesure de l'organiser en tout cas. Donc on les accompagne énormément à travailler sur ces sujets-là. Alors on va ensemble évidemment poser les principes d'un tourisme plus durable en montagne. D'abord un mot, Alix Gauthier, pour présenter Explora Project. Votre promesse, c'est du tourisme d'aventure. Ça veut dire quoi en montagne, par exemple ? Oui, bonjour Thomas, bonjour Romain. Explora Project, c'est une agence de voyage d'aventure durable. En fait, on propose des expéditions qui vont de 2 à 20 jours en petits groupes partout en Europe et sur 6 environnements, et notamment sur les environnements de la haute montagne et la moyenne montagne. Et c'est pour tous les niveaux. Et du coup, pour répondre à votre question, en fait, en montagne, ça veut dire avoir déjà une mesure de son impact pour nos clients, et puis chercher à la réduire et, in fine, la compenser au maximum. Alors ça nous amène, Alix, sur ce que sont pour vous les principes d'un tourisme plus durable en montagne. On va rester sur notre angle. Vous diriez quoi, prioritairement, vous diriez quoi ? Alors pour moi, il y a 3 enjeux. Il y a la réduction des émissions carbone qui sont liées au déplacement, dans le fait d'aller en montagne, et puis sur place aussi dans son itinérance ou dans son séjour en montagne. Il y a la partie de réduction des déchets et de gestion des déchets. Et puis aussi, il y a la partie de biodiversité, de respect de la faune et de la flore. Comment on fait en sorte pour qu'un voyage en montagne permette de respecter au maximum la préservation de la biodiversité, de la faune et de la flore des environnements que l'on traverse. Et avec Explora Project, on cherche à travailler sur chacun de ces aspects. Donc comment on fait chaque expédition, par exemple sur une initiation au bivouac en montagne, est mesurée sur l'émission carbone et aussi créée de façon à faire en sorte qu'il y ait le minimum de déchets qui soient amenés en montagne, notamment par exemple par le fait qu'on propose une nourriture qui est bio et qui est proposée en vrac
sur nos expéditions pour limiter au maximum les déchets. Et puis, troisième partie, c'est vraiment la réduction pour avoir une pédagogie auprès de nos clients, pour leur dire voilà comment vous pouvez vous rendre sur le point de départ de l'expédition de la façon la plus vertueuse possible, donc en essayant d'utiliser des moyens de transport qui soient non motorisés ou le plus bas carbone possible. Et puis voilà, une fois sur place, comment vous pouvez encore vous réduire l'impact, par exemple par le fait de ne pas utiliser les voitures, par exemple, pour se déplacer sur place. Alors Romain Fontaine, il y a évidemment beaucoup d'éléments qui ont été donnés là par Alix. Moi, il y a peut-être aussi le fait de consommer local, de louer son matériel plutôt que de l'acheter. Vous diriez quoi, vous, sur ces grands principes ? Ah oui, bien sûr. Par rapport à ce que vous disiez, du coup, on partage les mêmes ambitions avec Explora Project, évidemment. Consommer local est aussi un des leviers, mais je voulais revenir justement sur le local, en fait, en complémentarité avec ce qu'a pu dire Alix, en fait, avec l'association Mountain Riders. On fait de la sensibilisation aussi via les stations de ski, tout simplement, en les accompagnant, notamment pour être complémentaire avec notre label Flocon Vert qui accompagne les stations de ski à s'organiser pour proposer aux utilisateurs des stations de ski, notamment, et des destinations de montagne, proposer des solutions qui sont déjà durables, en fait. Et comme l'a rappelé Alix, c'est toutes les solutions qui sont en lien avec le covoiturage, le transport, l'utilisation des énergies primaires, en fait. Et voilà, donc en fait, on fait le postulat également que ce travail de respecter l'environnement passe aussi par un travail avec les collectivités territoriales, avec les stations de ski, et notamment avec ce fameux label Flocon Vert. Donc ce qu'on peut dire, c'est que notamment un choix individuel d'un utilisateur de la montagne pourrait être aussi d'aller dans ces stations de ski qui sont labellisées Flocon Vert, qui sont aujourd'hui au nombre de 8, et plus d'une vingtaine aujourd'hui se labellisent. Donc il ne faut pas hésiter pour être engagé à participer, à aller dans ces stations de ski qui sont labellisées Flocon Vert. On a vu pendant que vous parliez quelques images d'une des opérations de ramassage des déchets que vous avez pu organiser en montagne. C'est vrai que ça fait partie des actions de Mountain Riders. Mais l'un des aspects de notre débat, c'est quand même comment concilier ces principes qui vous sont communs, que moi j'intègre aussi, aux impératifs économiques, parce que vous nous le dites, Romain, il y a allez, on va dire assez vite, il y aura une trentaine de stations de ski qui ont ce label, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va forcément recevoir beaucoup moins de touristes dans ces stations. Qu'est-ce qui va se passer ? Pas du tout, c'est recevoir mieux, j'ai envie de dire, c'est-à-dire c'est le principe du développement durable, enfin, avec les stations de ski avec lesquelles on travaille donc très régulièrement tous les jours. C'est le développement durable, c'est-à-dire une intégration environnementale, sociale et économique, c'est-à-dire on repense simplement les objectifs économiques. L'objectif économique n'est plus seulement basé par exemple sur ce qu'on a pu appeler pendant des années l'or blanc, la neige, mais on est sur un travail avec les stations de ski, sur la diversification des activités par exemple, faire en sorte que si demain on n'a plus ou moins de neige, ce qui est vraisemblable a priori et ce qui va nous arriver très vite, comment la station de ski justement pourra continuer d'accueillir toujours d'ailleurs des usagers de la montagne. D'ailleurs, cette démarche permettrait plutôt simplement de ne pas arriver sur du 0-1, c'est-à-dire que une station de ski qui est basée uniquement par exemple sur l'économie blanche, la neige, comme on le voit dans certaines stations de ski de moyenne montagne, aujourd'hui doit complètement repenser l'accueil de ses activités pour justement pouvoir garder une activité économique. Et pour nous, c'est très important justement de garder l'activité économique dans les territoires de montagne, qui sont d'ailleurs souvent des territoires ruraux et qui ont besoin de garder une activité économique, c'est indispensable. Donc ça y contribue. Alix Gauthier, c'est vrai que le positionnement d'Explora Project, vous l'avez expliqué, c'est de proposer des expériences à des petits groupes, de ne pas toujours aller sur les mêmes sites, d'essayer de préserver les sites dans lesquels vous organisez ces séjours. Je pose un peu la même question sur la conciliation des impératifs économiques et écologiques. Est-ce que ça vous semble possible de maintenir autant de touristes dans des stations de montagne l'été, mais aussi l'hiver? Alors oui, la façon dont on travaille, nous, en fait, c'est d'essayer déjà de désaisonnaliser le tourisme. Et c'est vrai que les
les stations, en plus, je pense, sont assez demandeuses de cette partie-là, de dire, en fait, le problème, c'est la concentration des flux touristiques à un instant T au même endroit. Et donc, en tant qu'opérateur de tourisme, on a un rôle à jouer de faire découvrir, par exemple, la montagne à d'autres saisons qui sont tout aussi belles, en juin, en septembre. Et donc, du coup, d'être proactif dans le fait d'amener les flux touristiques de façon un peu mieux étalée sur la saison. Et ça, c'est un gros enjeu, notamment pour réussir à être plus vertueux d'un point de vue environnemental. Donc c'est l'un des aspects, par exemple, sur lequel on travaille. On a d'autres aspects qui sont, par exemple, la découverte d'autres activités, et c'est ce qu'on cherche à faire avec Explora Project, de dire qu'effectivement, la montagne, l'hiver, c'est pas forcément que du ski de piste. Il peut y avoir beaucoup d'autres activités qui sont de plus en plus déployées par les stations, et puis qui sont de plus en plus aussi on va dire, à la mode, notamment parce que les gens ont une vraie envie de se reconnecter à la nature et de découvrir aussi la montagne d'une façon un peu différente. Et on a pu le voir cet hiver notamment. Merci beaucoup, merci à tous les deux. À bientôt sur Bismart. On va rester finalement dans l'univers de la montagne, en tout cas de l'outdoor, avec la marque Picture tout de suite. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Florent Paluel, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le responsable RSE de la marque Picture, marque de vêtements. Alors comment elle a été créée, par qui et avec quelle idée aussi? Elle a été créée en 2008 par 3 amis d'enfance, Julien, Jérémy, Vincent, à Clermont-Ferrand. Donc en pleine crise financière, à un moment où on se dit c'est peut-être pas le meilleur moment pour créer sa marque. Et au final, ils se sont dit bah voilà, c'est ce qui nous passionne, l'outdoor, le ski, le snowboard, le skate. Donc on va essayer de le faire. Ils étaient tous les trois un peu à la croisée des chemins au niveau de leur vie pro, pas forcément dans quelque chose qui les plaisait. Donc ils se sont dit bah voilà, c'est notre passion, on va essayer de le faire. Et on va essayer de le faire de la manière la plus clean possible au niveau des sujets environnementaux et sociaux. Oui, la marque s'est vraiment créée avec cette idée-là. D'ailleurs, quand on arrive sur le site de Picture, on voit tout de suite votre credo. Lutter contre le changement climatique n'est pas une attitude, c'est notre devoir. Ça veut dire que c'est vraiment une marque qui s'est créée dans cette ambition, dans cette volonté, avec cette volonté. Ouais, c'est ça. Des valeurs fondatrices autour du sujet climatique et environnemental dès 2008, dès la création de la marque. Oui. Et pas quelque chose plutôt novateur à l'époque. Exactement. Ouais. C'est pas quelque chose qui s'est décidé quelques années après, voire même maintenant à une heure où toutes les marques se recentrent sur ces sujets, toutes les entreprises le font. Donc ça, c'était plutôt novateur dans l'approche, très novateur même. Et par contre, c'est pas parce qu'il y a eu un engagement historique que cet engagement est gravé dans le marbre et qu'il ne faut pas l'améliorer, voire même le remettre en question et toujours être dans une démarche d'amélioration. Et donc ça, c'est mon travail. Oui, parce que finalement, c'est pas si facile. C'est une belle idée, mais ensuite, il faut quoi? Sourcer les matières premières déjà. Ça devait être un sacré défi en 2008. Il est peut-être un peu plus facile à relever aujourd'hui. Est-ce que vous diriez ça? Alors, ouais, on peut dire ça comme ça. Effectivement, travailler, donc nous, en gros, notre cœur de métier, c'est la veste de ski. Oui. Donc la veste de ski, c'est un tissu qui est en polyester. Le polyester, c'est du pétrole dans sa version conventionnelle. Donc il faut, et dans sa version alternative que nous, on utilise depuis 2008, on recycle des bouteilles plastiques. Donc qui ont en fait chimiquement la même molécule que le polyester issu du pétrole. Donc on fait du fil, on fait du tissu, on teint le tissu et après on a l'assemblage pour aboutir à un produit fini. Et donc en 2008, sourcer du polyester recyclé issu de bouteilles plastiques, c'était loin d'être évident. Et c'était beaucoup plus cher. Donc en fait, notre business model s'est basé sur le fait d'acheter les matières premières plus chères que la concurrence conventionnelle. Et au final, on démontre que ça marche parce que 12 ans plus tard, on est 60 dans la boîte, ça tourne. Et voilà, c'est juste qu'on marge moins que les alternatives conventionnelles qui sont directement issues du pétrole. Et effectivement, maintenant, c'est plus simple d'aller sourcer du polyester recyclé, mais aussi la fibre en tant que telle, qu'elle soit recyclée biologique, ne fait pas tout, parce que derrière, on a des chaînes d'approvisionnement qui sont longues, qui sont complexes, avec de la filature, du tissage, de la teinture. Et là, on a des dépendances énergétiques qui sont assez importantes et qui conditionnent en fait l'intensité carbone du produit fini. Ouais. L'entreprise, elle est certifiée B Corp depuis 2 ans. Alors, c'est une reconnaissance, mais c'est pas... Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est pas un aboutissement. C'est-à-dire que vous, en tant que directeur RSE, vous continuez de chercher à faire progresser les engagements et les actions de la marque. Exactement. Ça passe par quoi? C'est ce qui me passionne en fait, c'est de me dire qu'il y a un engagement historique. Et d'ailleurs, en 2008, je n'étais pas dans la boîte, donc ils ont créé cette marque et c'est très bien. Et moi, mon taf, c'est d'améliorer ça et d'avoir cette vision un peu moyen-long terme, avec énormément de références scientifiques
j'aime beaucoup écouter ce que disent les climatologues, les ingénieurs en énergie, les experts de ces sujets-là pour en fait, à mon niveau chez Picture, faire les grandes connexions entre problématiques mondiales et notre sujet du textile au niveau de l'industrie et de Picture. Vous avez un exemple récent d'évolution ou de nouvelle action, justement, que vous avez pu impulser parce que vous êtes en veille sur les dernières innovations et sur ce que disent les scientifiques? En fait, c'est plutôt une démarche générale qui, ces 2 dernières années, s'est nettement à gagner en maturité, j'ai envie de dire, en essayant en fait de se baser sur les grandes conclusions, par exemple des rapports du GIEC, sur des 3 piliers qui permettraient de lutter efficacement contre le changement climatique, un pilier de transition énergétique, un pilier de sobriété et un pilier de contribution à la neutralité carbone. Et de ne pas se considérer comme neutre en carbone à l'échelle d'une entreprise, parce que ça veut rien dire. Exactement, ça veut rien dire. Et donc en fait, en naviguant sur ces 3 piliers, décliner des conclusions du GIEC, on arrive à être... on n'arrive pas à être parfait, ça, je ne suis pas en train de dire ça, mais par contre, on arrive à avoir un pilotage précis et baqué scientifique. Et par exemple, je vais prendre un exemple, la supply chain, la chaîne logistique, comment vous réduisez votre impact sur cette aspect de votre activité? Ça, pour le coup, c'est un sujet de remise en question, justement, parce que la marque est née avec un modèle d'industrie où on travaille avec des magasins. Donc on vend nos produits finis à des magasins qui vont vous le revendre à vous, moi, avec de la TVA. Et en fait, le fait de travailler avec ces magasins-là nous a obligés, entre guillemets, à délocaliser la production, et notamment en Turquie, notamment en Taïwan. Et en fait, avec toute cette histoire de veille, moi, je suis arrivé à comprendre, et notamment avec plein de sources, qu'on a un problème énergétique dans ces pays-là qui est celui du charbon et du gaz pour produire de l'électricité. Électricité qui va alimenter des machines, et derrière, on aboutit à un produit fini. Et en fait, ce problème d'énergie est majeur, encore une fois, quand il s'agit d'aller calculer l'intensité carbone du produit fini. Donc nous, nos axes d'amélioration du moment, c'est comment on mène la transition énergétique de nos opérations et des chaînes d'appro, mais avec des partenaires avec lesquels on ne travaille pas. Parce qu'en fait, le filateur ne travaille pas avec Picture, il va travailler avec un fournisseur de tissu, le tisseur pareil. Donc ça, c'est nos gros sujets. Et il y a des choses qui avancent en Turquie, avec un peu d'autres productions d'énergie bas carbone avec des panneaux solaires, sans faire l'apologie des panneaux solaires, mais c'est une meilleure solution en local Turquie que finalement le gaz et le charbon. Voilà, vous êtes aussi en train de chercher à améliorer, à trouver d'autres solutions. Merci beaucoup, merci. Florian Paluel, bon vent à Picture. Voilà, c'est la fin de cette émission. Bonne journée à toutes et à tous, je vais vite.